Salut à tous, l'heure est venue de malheureusement clôturer le chapitre Koga dans la timeline principale, car je vais vous parler du film Garo Sukoku no Mario. Le film est sorti le 23 janvier 2013 et sert d'épilogue à la saison 2, Makai Senki, et a été écrit mais aussi réalisé par Keita Amemiya lui-même. Ça c'est le kiff. Et tant qu'on est dans le kiff, autant ne pas vous cacher que le thème de ce film, Kaze Tabedachi no Uta, a été une nouvelle fois chanté par Jam Project. Yes! Et bien sûr, toujours petit conseil avant de démarrer la vidéo, n'hésite pas à aller voir nos autres vidéos traitant du sujet autour du chapitre de Koga, si tu ne les as pas déjà vues. Et évidemment, ça fera toujours plaisir. Let's go! Dans la continuité de l'accord que Koga a conclu avec l'unité Gajari à la fin de Makai Senki, celui-ci lui ordonne de se rendre en terre promise afin de récupérer une partie manquante de son corps, le croc des lamentations. Dès son arrivée, Koga perd ses attributs de chevalier inhérents à son statut qui prennent alors d'autres formes. Son épée devient un chien, tigre rouge, sa veste une sorte de femme oiseau et Zaloba, une tête volante devenant le gardien de la sagesse. Décidé à les retrouver, Koga explore alors cette terre étrange où il y sauvera et rencontrera alors une jeune fille à la peau bleue nommée Meru. D'elle, Koga apprend que la Terre Promise est le domaine de version spirituelle des objets de la vie réelle oubliés dans le monde humain. Il apprend aussi que la reine de ce monde, Judam, consomme de beaux objets. Détruisant tout sur son passage, elle possède un objet sombre, le croc de Mario, qui pourrait bien être le croc des lamentations. Continuant son voyage, Koga trouvera une entité ressemblant à un épouvantail qu'il restera accidentellement. Car oui, les objets ayant perdu leur nom disparaissent et sont oubliés. Il lui donnera alors le nom de Kakashi. Ceci s'envolera alors après avoir remercié son sauveur. Par la suite, avec l'aide de Meru, Koga se rend au temple de la sagesse où il récupère Zaloba et fait la connaissance du gnome archer Kiria qui souhaite qu'il se batte contre l'entité du nom de Mario. Kakashi retrouvera la troupe et défiera Koga avant qu'il soit interrompu par une créature volante qu'il reconnaît comme son manteau. C'est là que tout s'accélère, alors qu'il la poursuit, lui et Kakashi sont capturés par Judam. Bien qu'ils arrivent à se libérer, Meru est capturé et Judam avoue son intention de fusionner avec Mario pour entrer dans le monde réel afin de se venger de l'humanité. Koga et ses nouveaux amis lancent donc une attaque contre sa forteresse pour sauver Meru. Une attaque qui se soldera par un succès grâce à Kakashi et sa maison volante et par le fait qu'enfin Koga retrouve tous ses attributs de chevalier. Il peut donc maintenant confronter Judam. Fusionnée avec Mario, elle est devenue un puissant dragon mécanique que Koga part vaincre tout d'or vêtu aux reines de Goten. Perdant initialement, Kakashi utilisera ce qui lui reste d'énergie pour lui donner un puissant coup de pouce. Revêtant alors une nouvelle forme et surfant sur une version plus puissante de Goten, Garo enfin détruit la créature. Sur la Terre Promise, Koga dira adieu à ses nouveaux amis qui pour la plupart auront une nouvelle chance d'exister auprès de ceux qui les ont aimés autrefois. La quête touche donc à sa fin et sa vérité est exposée par Gajari, tout comme la véritable identité de Meru. Il peut donc retourner auprès de ses amis et auprès de Kaoru qui l'attend. Après 2 saisons d'aventure, le spécial en 2 parties Byakuya no Maju, le film Ren Requiem, un gaiden centré sur le personnage de Kiba, sans oublier le spécial Garo et Gao, nous y sommes, la fin de la saga Saejima, du moins de la partie de Koga, et enfin pour le moment et surtout à l'époque, mais ça on y reviendra bien plus tard. Du coup nous pouvons suite à ça, partir à de nouvelles aventures, à la découverte de nouveaux personnages. Mais avant d'aller voir ailleurs, tel un mari en manque d'attention charnelle, recentrons-nous sur ce film. Déjà, honnêtement, je suis triste que techniquement, nous sommes face à la dernière aventure de Koga. Moi, il va me manquer, vraiment me manquer, mais on y reviendra. Même si Sukoku no Mario s'apparente à un épilogue de Makai Senki, puisqu'il tente de refermer l'arc final du grand antagoniste Sigma, il diffère tout de même de façon assez notable des épisodes habituels. En effet, Koga a beau partir solder sa dette envers Gajari, il n'est pour une fois pas question d'aurore ou d'autres joyeusetés. Au lieu de ça, le film préfère s'attarder sur une histoire presque indépendante, se déroulant dans un univers voisin difficilement accessible. Le chevalier Makai parcourt donc ce nouveau monde où il rencontre des personnes physiques atypiques se comportant parfois de manière étrange ou enfantine. En réalité, cette fameuse Terre Promise abrite les formes humaines d'objets de notre propre monde, créés puis oubliés par les humains. Et c'est intéressant car ce n'est pas sans rappeler les Tsukumogami, alors approximativement esprit d'un vieil objet, qui est en fait un yokai du folklore japonais. Il est dit qu'un objet peut acquérir une âme et s'animer s'il atteint son 100e anniversaire.
Plus rarement, il peut également prendre vie par rancœur et par amertume s'il a été abandonné ou abîmé. N'importe quel objet, artefact est susceptible de se transformer en Tsukumogami, y compris des objets ménagers tout à fait ordinaires. Pour cette raison, les Tsukumogami disposent d'une très grande variété de formes et d'aspects. Ils gardent l'apparence de l'objet d'origine, mais possèdent en plus un visage, souvent présenté avec un œil unique, une bouche grande ouverte, tirant la langue, des jambes et des bras. Mais n'oublions pas, les Tsukumogami sont relativement de nature maléfique. Certes, ils hantent les êtres humains pour leur jouer des tours, des blagues, mais parfois cela peut aller bien plus loin. Aller jusqu'à les blesser, voire même les tuer. C'est amusant, ça ne vous rappelle pas quelque chose? Des objets chargés en ninja qui finissent par prendre vie en possédant des gens? Ça ne vous rappelle pas les aurores? Il est clair qu'avec l'absence des aurores dans ce film, remplacé par ces créatures, Amemiya valide et survalide la mythologie qu'il a mis en place dans sa saga tout en s'inspirant de sa propre culture. Et ça... Koga, bien que toujours ce garrot stoïque, connu et reconnu, pourrait très bien ne pas tenir compte de ces créatures à la destinée tragique. Mais honnêtement, cela serait sans doute perçu comme une régression de son être éveillé par l'amour et l'amitié tout au long de ses aventures. Et ça, on n'en veut pas! Ah non, 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 non! On n'en veut pas! Il leur faudra néanmoins leur aide et par la même occasion leur porter également secours. La reine de cette région désabusée, Judam, capture toutes les choses qu'elle juge jolies et les dévore, manigançant alors dans son coin pour se venger de ceux qu'elle estime être ses oppresseurs. Avec le soutien de nouveaux compagnons, Koga se lance donc dans une double quête qui est de trouver le fameux croc des lamentations et de vaincre la ville Judam aux ambitions mégalomaniaques. Dans un premier temps, Koga essaie donc de se réapproprier les aimants de son costume s'étant métamorphosé. Son manteau s'est muté en créature volante rappelant une harpie. Zaloba revêt une apparence digne d'un grand sage, mais au look pouvant également rappeler un aurore, et son épée est devenue, elle, un chien tigre rouge. On va la faire simple. Peu importe la personnification. J'adore. Le design, le rendu, tout. J'adore. C'est magnifique. Maintenant que nu, désolé pour l'expression, c'est à notre chevalier de partir en quête pour leur redonner leur structure, dans l'idée de pouvoir les utiliser. Parce que là, il est mal barré. De ces fameux objets à forme humaine que Koga rencontre, il se prend d'affection pour Melu, une jeune fille à la peau bleue décidant d'aider le héros dans sa quête, le gnome archer Kiria, dont la voix est celle de Yukijiro Otaru, alias Gonza, qui lui offre également son soutien, Kakashi, une tête brûlée, n'hésitant pas à le défier ou l'aider, selon son bon vouloir. Ajoute-toi à cela un personnage secondaire présent une bonne partie de l'aventure, l'animal de compagnie de Kakashi, Kuromaro. Une espèce d'ours en peluche à l'apparence un tantinet terrifiante, mais relativement amusant. Tous ces individus sont agréables à découvrir, à défaut de se montrer totalement attachants, tant qu'ils ne sont que des remplaçants provisoires. Ah oui, ne le nions pas, tout ce joli petit monde n'est qu'un semblant de la Team Koga. Melu apporte la naïveté et l'innocence de Kaoru, ce qui sera d'autant plus renforcé à la connaissance de sa véritable entité, Kaoru, le dragon Makai. Kiria, par sa voix et son personnage, s'affiche bel et bien comme le serviteur de son maître, prêt à tout pour l'aider. Et Kakashi rappelle sans peine Rei dans son comportement et même ses mimiques. Par rapport à ce dernier, ne faites pas l'erreur idiote et facile de le considérer comme un clone insipide du chapelier fou de Johnny Depp. Oui, peut-être casse-t-il plus qu'il n'amuse dans cette dispute cliché avec Koga, mais son personnage bien qu'habillé comme le chapelier est bien plus issu d'un patchwork de personnages tels que l'épouvantail ou l'homme de fer blanc du magicien d'Oz, ou encore Willy Wonka. Son interprète, Yuki Kubota, se révèle à nous dans un premier rôle important et inoubliable. Personnellement, j'ai adoré le personnage et son interprétation. Un personnage fortement lié au héros sans même le savoir, doublé d'une petite philosophie sur ce qui fait de Koga qui il est, moi j'adore. Car oui, si Koga a pu devenir si fort, c'est grâce à tous ceux qu'il a rencontrés, qui l'ont aidé, aidé à s'éveiller à son véritable être. Même Kakashi, qui était dans le monde réel le premier partenaire de Koga, son mannequin d'entraînement, celui sur lequel il a pu apprendre et se renforcer. C'est beau, putain! La grande méchante du film, elle, incarnée par Keiko Matsuzaka, est la seule véritable déception du film. Superficielle, par moments ridicule et douée d'un jeu limité, cet ennemi notable n'est donc que peu exaltant en plus de ne dégager aucun charisme. Ses mimiques et son phrasé n'expriment aucune tension et ça peut même complètement sa transformation en boss final, pourtant grandiose en dragon mécanique géant. En parlant de déception, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'action du côté de l'armure de Garou dans le film, elle-même n'apparaissant pas avant la dernière demi-heure. C'est assez dommage.
Mais ça vaut quand même la peine d'attendre, car voir Garou changeant Goten luttant contre un dragon mécanique géant, oui, ça c'est le kiff. Cependant, si vous êtes fan de tous les autres personnages que Koga a pu croiser, rencontrer tout au long de ses aventures, et que vous souhaitez voir ce film pour les revoir, eh bien attendez-vous d'être un peu déçus. Alors, soyez assurés que Rei, Léo, Tsubasa et l'homme Kaoru sont bien là, mais leurs apparitions sont très éphémères. Disposant d'une sous-intrigue très secondaire, sous couvert d'une compétition pour les Shoei Makai, le Sabak, où le gagnant sera autorisé à parler avec une personne décédée de son choix. L'existence de cette intrigue n'est pas difficile à suivre et se termine par une très belle scène dans laquelle Koga et Rei s'affrontent amicalement à la fin du film, où ce dernier met au défi Koga de le vaincre lui et Taiga. Comme à son habitude, Hiroki Watanabe est le meilleur guest possible et nous fait toujours le meilleur des comebacks. Prouvant que, bien que Taiga n'ait pas sa série à lui, il reste cependant un élément indissociable de la franchise, apportant toujours charisme et amour pour son personnage. L'apparition de Kaoru, quant à elle, se présente comme une brève scène post-générique et continue la tradition de Garou de nous montrer leur relation plus émotionnelle que physique par une étreinte affectueuse. Alias la chose la plus romantique possible dans la franchise, du moins en live action. On le sent, Sukoku no Mario est vraiment l'aboutissement de l'évolution d'une histoire d'horreur macabre à quelque chose de plus fantastique avec une riche trame de fond. Car l'aspect premier est totalement abandonné au profit de la fantasy dans ce film. C'est un monde complètement différent de ce qui nous a été montré auparavant. Au lieu de poursuivre avec l'ambiance gothique, l'horreur, les scènes tournées de nuit, que j'adore, Sukoku no Mario s'en affranchit totalement et nous propose des couleurs à foison. À ce stade, il s'agit même d'une explosion de tonalité aussi vive que possible. D'ailleurs, l'affiche promotionnelle le montre à merveille. Le résultat est agréable et démontre un certain sens du détail. La Terre Promise est composée de paysages en CGI, certes, mais tellement irréels, sans oublier tout le bestiaire des habitants bizarres et fantastiques qui l'habitent, que... Waouh! Le créateur de Garou, Keita Bemiya, a toujours fait un travail incroyable pour rendre son univers superbe, voire magnifique à l'écran, malgré des budgets limités. Mais là, avec un budget de long métrage approprié, Bemiya peut se lâcher, et il s'est lâché complètement. Visuellement, Sukoku no Mario est sans doute le film tokusatsu le plus beau qui nous a été donné de voir. Et certainement parmi les meilleurs films en général en matière d'imaginaire. Alors oui, il y a énormément de CGI dans le film, mais les acteurs agissent de manière si transparente, si normale, avec les paysages, qu'ils font parfois, voire très souvent, oublier le fait qu'ils sont au milieu de nulle part, ou juste devant un fond vert. Waouh! Mais bon, cette approche digne d'un jeu vidéo ne déplaira pas aux amateurs, tandis que les plus réfractaires la détesteront probablement. Quoi qu'il en soit, le style n'a plus grand chose à voir avec le Garou qu'on connaît. Et alors? Si grave? Dans une perspective plus occidentale et pour une meilleure compréhension, si les éléments fantastiques présents dans Makasenki ressemblaient à quelque chose comme le Seigneur des Anneaux, Sukoku no Mario ressemble plus à Alice au Pays des Merveilles ou au Magicien d'Oz avec un petit soupçon de l'univers d'Hayao Miyazaki. En effet, la maison de Kakashi n'est pas sans rappeler celle d'Aolu dans le château ambulant, ou encore Judan qui vole les noms des objets, procède de la même manière que la sorcière Yubaba dans le voyage de Chihiro. Ces associations ne sont pas dénues d'intérêt, mais paraîtra pour les détracteurs comme un manque évident d'imagination et de créativité, qualité que la série a toujours eue. Non, vous avez tort. Car pour autant, la photographie est soignée, la musique saisissante, la réalisation maîtrisée, en dépit des maigres combats et la déception du combat de fin. C'est vrai que pour le coup, j'ai pas touché deux mots sur le combat final. Tout simplement parce que, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un combat? Alors attention, il est beau, hein, il y a beaucoup d'effets, des trucs vraiment superbes. On a une forme pour Garou, enfin une forme c'est plutôt pour Goten. Donc quand même, Goten qui évolue, qui gagne une nouvelle forme grâce au sacrifice de Kakashi. Donc un moment quand même assez poétique, assez fort. Mais malheureusement, ce combat n'en est pas un, c'est une course-poursuite. On a Judan transformé en dragon mécanique qui fuit vers le monde des humains. Et Koga transformé en Garou qui la suit pour l'arrêter. Il n'y a pas vraiment un combat épique. Bien qu'à un moment, Koga a la limite de se faire désintégrer. Mais à part son rebondissement et ce qui suit, ce combat final ne m'a pas satisfait. Il me manque quelque chose. Ce n'est pas à jeter complètement, mais je pense que ce moment m'a sorti du film.
C'est dommage. Puis évidemment, on voit pas suffisamment Koga transformé, mais ça c'est expliqué par le scénario, donc c'est moins dérangeant. Oui, la différence avec la fiction télévisée ne s'arrête pas à l'atmosphère visuelle, puisque les propos du film s'avèrent propices à un sentimentalisme, certes un peu facile, mais joliment mis en scène, mais révèlent surtout la vérité sur Garo au travers de l'histoire du monde Makai et de Gajali. Démon neutre qui créa les chevaliers Makai et sépare le monde entre celui des aurores et celui des humains, mais dans la division, il perdut l'un de ses crocs, le croc des lamentations. Cependant, pour réussir à maintenir éloignés les deux mondes et éviter qu'ils refusionnent, il doit le retrouver. C'était la mission de Koga. Or, tout ceci est faux, car le croc des lamentations, en réalité, Gajali le dit lui-même, le croc des lamentations est né de l'imagination des humains, comme les chevaliers Makai sont nés de la sienne. Et ce fameux croc, bien qu'un nom un tantinet péjoratif, est en réalité l'appellation d'un être qui sort de l'ombre quand la tristesse et sentiments négatifs humains apparaissent. Un héros qui les déchire tel un croc pour protéger l'humanité. C'est Garo lui-même. Amemiya valide donc avec ce film les fondements même de sa franchise. Déjà au travers des artefacts inhérents à celui qui porte le titre du plus fort, donnant ainsi à travers cet objet toute l'identité de celui qui hérite de Garo. Donc Zaroba, la bague, l'épée et la veste blanche. Si tu n'as pas ces trois artefacts, ou tu n'as que 2 sur 3, tu n'es pas véritablement digne d'être Garo. Prends ça, Yuga! Mais surtout que le Chevalier Garo est bien plus que la première série sortie en 2005. Il est le pilier de la franchise, le pilier de son propre monde. Il ne peut donc pas y avoir un monde sans Garo pour veiller dessus. Ce qui pose bien une question sur le monde dans lequel évolue la série Jenga. Mais ce sera pour une autre fois. Voici donc une leçon, telle une parole sacrée qui nous explique pourquoi Garo est au sommet de la hiérarchie. Pourquoi il est Garo. Avant de conclure, j'aimerais partager avec vous mon ressenti sur le film, parce que j'ai quand même vu beaucoup de gens qui critiquaient certaines choses. Voilà. Donc, du coup, est-ce que je me suis senti perdu suite au changement de couleur? Par exemple, parce qu'on part quand même d'une histoire noire, horrifique, il y a quelque chose de lumineux, plein de couleurs, Bah non, pas le moins du monde, au contraire, moi j'ai trouvé ça intéressant. Oui, l'exercice est intéressant. Parce que bon, c'est quand même on part dans un autre monde, donc c'est normal qu'on retrouve pas toute la noirceur qu'on connaissait chez Garo dans notre monde. Ouais, les personnages m'ont tous plu, et Kiriya est plus vrai que nature, c'est encore un extraordinaire travail de prothèse et de maquillage. Moi, c'est époustouflant. J'applaudis la personne qui l'a conçu. Hein. C'est magnifique. Et Meru est assez mignonne quand elle perd son teint de schtroumpfette. Et qui plus est, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup parce que il montre vraiment de quoi un jeune, j'insiste sur le jeune, personnage féminin doit être fait pour donner envie qu'on le suive dans une série. Et puis évidemment, tous les acteurs ont fait un travail extraordinaire, les effets sont magnifiques. Et l'histoire, très intéressante. J'ai adoré. Dans l'attente d'un prochain film, Sokoko no Mario est sans doute le meilleur film live de Garo existant à ce jour. Et un film fantastique à part entière, mais en même temps, également, un tout nouvel exercice qui le rend d'autant plus intéressant. Plutôt que de favoriser une ambiance sombre et dramatique, le film choisit plutôt de délivrer une morale presque attendrissante, où le merveilleux et les couleurs chatoyantes se côtoient, et d'une vraie beauté aux inspirations diverses qui émerveillent. Oui, c'est assez radical avec des visuels colorés, et la fantaisie de contes de fées peut en rebuter certains, mais moi non, comme j'ai dit, j'ai adoré. Et vous? Malheureusement, malgré ce panneau à la fin du chapitre de Koga, le film ne constitue pas une fin satisfaisante et très définitive à l'histoire de Koga. Mais en même temps, voulons-nous vraiment voir l'histoire de Koga se terminer? Ah oui, on adore le personnage, on adore Garo. Quand on parle de Garo, la première personne qui nous vient en tête, c'est Koga. En tout cas pour moi. Donc oui, moi, je n'ai pas envie de le voir partir. Si le film n'est vraiment pas cette fin définitive à l'histoire de Koga, moi ça me va. Même si le film est plus ou moins qu'une quête d'objets assez élaborée et agréable à suivre, il a le rôle de véritablement recentrer Garo comme pilier inébranlable de l'univers. Je sais pas pour vous, mais moi ça me va. Tel celui attendant son adoubement, je me prosterne aux pieds du roi Amemiya qui gouverne son royaume avec force et sagesse, sans jamais nous décevoir. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film dans les commentaires, ainsi nous pourrons en discuter.
On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Alors en attendant, direction le site heroshop.com pour connaître toute l'actualité du tokusatsu. Et bien sûr, rendez-vous également sur nos différents réseaux sociaux présents en description. Je vous dis donc à bientôt. Bye!